Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire du Centre d'excellence franco-allemand que nous avons choisi d'intituler « Éprouver les frontières au temps de la crise de la Covid-19 ». Le modèle européen des frontières a en effet été considérablement secoué en fait par cette crise qui touche à l'ADN du projet d'intégration qui est celui de l'Union européenne. Et il nous a semblé naturel de pouvoir en discuter au moment où au moins la première vague de ce virus semble en tout cas derrière nous. Éprouver la frontière, c'est aussi un sentiment qu'ont éprouvé beaucoup d'Européens au moment de la fermeture des frontières, en particulier la fermeture de la frontière qui est la nôtre, la frontière franco-allemande entre Strasbourg et Kehl. L'idée de ce webinaire, c'est aussi d'associer le public à cette réflexion. On commencera par quelques témoignages ce soir et nous serions très heureux de pouvoir avoir vos témoignages de la frontière, de ce qu'elle a signifié pour vous, de manière à pouvoir récupérer ces témoignages et puis les travailler pour, en particulier, notre site internet, de manière à faire aussi avancer nos travaux, je dirais, à partir du sentiment des Européens. Alors, quelques petites précisions techniques pour que tout le monde puisse profiter au mieux de cette séquence. Alors, nous allons utiliser la plateforme Big Blue Button sur laquelle vous pouvez évidemment vous connecter et je vois qu'un certain nombre sont effectivement connectés sur cette plateforme. Nous vous demanderons simplement d'éteindre vos caméras et vos micros afin qu'il y ait une fluidité suffisante de l'application. Vous avez aussi la possibilité de suivre ce webinaire en direct sur la chaîne YouTube de l'Université de Strasbourg. Bien évidemment, que ce soit sur BBB ou sur la chaîne YouTube, vous pourrez poser vos questions et nous les relayerons évidemment pour la fin de ce webinaire, de manière à pouvoir avoir un maximum d'interaction avec le public. Alors avant de commencer, pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'est ce centre d'excellence et cette série de webinaires, en tout cas on l'espère, la parole à son directeur, Monsieur Sylvain Schirman. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir je veux dire à distance, pour ce premier webinaire du centre. Ce centre d'excellence franco-allemand Jean Monnet a pour objet principal d'analyser et d'étudier la frontière. Nous explorons un peu cette thématique depuis notre création maintenant il y a 2 ans, en 2018, et je crois que le Covid a posé lui-même, ou la Covid a posé elle-même un défi à ce centre, et qui est celui de ses activités. Et donc, nous avons été obligés aussi de nous adapter. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous menons cette première expérience de webinaire sur la thématique « Éprouver les frontières au temps de la Covid-19 ». Je suis particulièrement heureux que Frédéric Béraud, qui est professeur à Sciences Po Strasbourg et en même temps au Collège Europe de Bruges, ait accepté de modérer ce débat pour le compte du centre. Et je voudrais remercier l'ensemble des intervenants de ce soir. Ma collègue Birte Wassenberg, professeure d'histoire à Sciences Po Strasbourg, et qui a la particularité d'habiter de l'autre côté de la frontière du Rhin, c'est-à-dire à Kehl. Donc voilà une problématique de frontière qui est clairement posée dès le départ. Tiffaine Rioux, qui est stagiaire auprès du Centre d'excellence Jean Monnet, qui va vous parler aussi de son expérience de la frontière. Et ensuite, parmi les autres invités de cette discussion, très heureux d'accueillir Jean Perroni, le directeur de la mission opérationnelle territoriale à Paris, donc, dont l'objet est, comme le dit son terme, de travailler sur l'intégralité des frontières, et peut-être que lui va nous permettre d'élargir notre horizon qui est essentiellement rhénan ici à Strasbourg. Ensuite, Monsieur Cusin Jean-Baptiste,
qui s'occupe de la coopération transfrontalière à la région, et que je remercie pour sa présence, notre collègue Joachim Beck, recteur de la Fachhochschule de Kehl et qui est lui-même membre du centre d'excellence, et enfin collègue Bernard Ettel, professeur de géographie à l'université d'Artois, une autre frontière sur laquelle on pourra étendre nos différents exemples de ce soir. Juste un mot encore pour terminer, avant de redonner la parole à Frédéric Béraud. Nous allons lancer toute une série de webinaires dans le cadre des activités du centre. D'ores et déjà, la prochaine aura lieu en septembre et elle s'intéressera à la relation franco-allemande et au plan de relance mis sur la table par la chancelière d'Allemagne et le président de la République au niveau européen pour rentrer dans ces problématiques de frontières par ce canal-là, avant de continuer par des webinaires sur des questions plus économiques le long de la frontière et des questions plus culturelles. Ça, c'est jusqu'au mois de décembre. En attendant, écoutez, je vais céder la parole de nouveau à Frédéric Béraud pour l'animation de cette soirée et vous remercier pour votre fidélité et vos encouragements par votre présence. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons pensé d'abord qu'il était important de recadrer cette crise, en tout cas de la présenter et d'en présenter les effets qui sont au niveau européen des effets sans précédent, puisque on a assisté, ce qui n'avait plus été le cas depuis extrêmement longtemps, à une fermeture des frontières. Donc on va dans un premier temps s'interroger sur les effets de cette crise, sur les effets sur la coopération transfrontalière et globalement aussi, parce que je le disais tout à l'heure, c'est l'ADN de l'Europe, aux conséquences de cette fermeture des frontières sur l'intégration européenne. Alors, je suis très contente de pouvoir accueillir effectivement deux spécialistes à qui je vais laisser une quinzaine de minutes pour parler un petit peu de cette expérience. Jean Perroni, directeur de la mission opérationnelle transfrontalière, qu'on est toujours extrêmement heureux de pouvoir associer à nos réflexions, et Bernard Reitel, professeur en géographie à l'université d'Artois, et qui peut aussi profiter. Et c'est certainement aussi un des effets finalement bénéfiques de cette crise, que de pouvoir avoir du présentiel, mais aussi du distanciel, en mode non dégradé, pour reprendre le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, mais qui nous permet comme ça, voilà, de pouvoir avoir des réflexions en commun dans un format qui certes est nouveau pour nous, mais je pense peut aussi avoir quelques vertus. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse la parole et en fonction de quand vous avez besoin, on peut lancer les cartes dont vous allez nous parler. Alors, il faudrait juste rebrancher vos micros. Le microphone. Il suffit de rappuyer sur le petit micro en bas, voilà. Bien, merci Frédéric pour cette courte introduction. Je vais commencer et puis ensuite je passerai la parole à Jean Perroni. Peut-être brièvement, tu as rappelé effectivement que cette pandémie du Covid-19 a eu un impact sur l'intégration européenne. On ne va peut-être pas revenir là-dessus, mais peut-être quand même évoquer en préambule deux petits points. D'une part, je crois que cette crise a montré quand même qu'il y avait une communautarisation des décisions à caractère économique et financier, avec un contexte de tension que l'on connaît, qui est assez habituel entre la Commission européenne et le Conseil européen, entre les gouvernements, mais d'un autre côté aussi une gestion qui s'est faite dans des cadres nationaux. Et cette espèce de tension entre ces deux aspects mérite, je crois, d'être évoquée. C'est effectivement la dimension nationale qui s'impose parce que la santé est une compétence des États et ce n'est qu'une... Je crois que ce qui ressort de prime abord, c'est vraiment l'impression que le monde westphalien, dont beaucoup de scientifiques disent qu'il est un peu obsolète, semble avoir réapparu. Mais je crois que c'est un petit peu paradoxal. C'est vrai que les États ont été omniprésents, avec des décisions qui ont parfois été hésitantes,
qui ont parfois été fluctuantes, ce qui a amené aussi les collectivités territoriales à s'investir et à intervenir. Mais de manière générale, c'est bien les États qu'on a vus à la manœuvre de manière générale, et c'est comme cela que cela a été médiatisé. Le point sur lequel je crois que je me permettrai d'insister, c'est que ce qui me paraît original, c'est que la gestion de la crise s'est traduite par une régulation de la mobilité et de la circulation, en fin de compte par une restriction des déplacements, qui s'est traduite d'un côté par des mesures de confinement plus ou moins élaborées, qui ont été différentes selon les États, mais aussi, je crois, et c'est là que je crois qu'il y a une dimension qui est tout à fait intéressante, c'est que les contrôles qui ont été mis en place sur les frontières intérieures, à mon sens, s'intègrent dans le cadre d'une gestion nationale de la régulation des flux des personnes. Donc, pour moi, mettre en place des restrictions de circulation sur les frontières, ça s'inscrit dans un contexte national de régulation des déplacements. Et cela s'est donc traduit par un changement des régimes des frontières, et cela a remis en cause largement notre image d'une Europe sans frontières, d'une image d'une Europe caractérisée par la libre circulation. On pourrait peut-être montrer la carte qui vous présente la situation des frontières intérieures au 22 avril 2020. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez que l'ensemble de l'espace Schengen apparaît en bleu foncé et vous voyez des couleurs qui présentent les frontières, les limites entre les différents États. Trois types de couleurs apparaissent. Le jaune qui présente une frontière ouverte, le rouge qui présente une situation de fermeture, et puis l'orange qui présente des restrictions intermédiaires. Deux remarques à propos de cette carte. La première, c'est que l'on s'aperçoit qu'il y a une diversité de réponses. Certains États ont fermé leurs frontières, d'autres au contraire ont décidé de les laisser ouvertes. C'est le cas par exemple des Pays-Bas. D'un autre côté, on s'aperçoit, et ça c'est assez frappant, mais peut-être qu'on ne le voit pas très très clairement, c'est que de part et d'autre de certaines frontières, on n'a pas eu la même attitude. L'Autriche a fermé sa frontière avec l'Italie, mais en revanche, l'Italie n'a pas fermé ses frontières intérieures avec les pays voisins. Donc on s'aperçoit qu'il y a une résurgence d'un discours national sur la protection qui l'emporte sur celui de l'ouverture dans l'opinion publique. En revanche, et cela n'apparaît pas sur la carte, je crois que les autres libertés de circulation ont été maintenues, et je crois que c'est tant mieux. La liberté de circulation des marchandises a été en partie entravée parce que les contrôles ont été plus importants, mais les marchandises ont continué de circuler à l'intérieur du grand marché. Alors, ce que j'aurais peut-être aussi envie de dire, c'est que la restauration des contrôles a parfois été instrumentalisée par certains gouvernements. On a joué sur l'idée qu'il fallait réintroduire les contrôles. Parfois, ça s'est fait de manière très symbolique. Les temps d'attente ont augmenté. On a fait des contrôles aussi sanitaires. Et tout ça est parfois assez impressionnant. Et c'est vrai que ça a eu un effet indéniable sur la coopération transfrontalière, comme va en parler dans un instant Jean Perronic. Alors, on pourrait aussi évoquer l'impact des mesures de confinement à l'intérieur des États nationaux. Confinement, ça renvoie quand même à l'idée de confin, et confine en italien, c'est bien le terme qui est utilisé pour les frontières en français. Ce que l'on peut dire, peut-être, c'est que effectivement, les États n'ont pas eu les mêmes attitudes, les mêmes stratégies, et cela peut se voir peut-être aussi rapidement sur la deuxième carte lorsqu'on introduit la réouverture
des frontières. Je ne sais pas si vous la voyez, mais on s'aperçoit que certains ont commencé à ouvrir très tôt. C'est les pays qui apparaissent en vert clair, donc dès la fin du mois de mai, comme l'Italie ou la Suède. En revanche, pour la Hongrie et le Danemark, il faudra attendre la mi-août pour être de nouveau dans une logique de libre circulation. La situation telle qu'elle apparaît sur cette carte est celle qui est présentée le 23 mai. Et l'on sait que les choses peuvent évoluer très très rapidement. Alors peut-être pour terminer, je crois que ce retour des frontières, c'est vrai, nous interroge en tant que scientifiques. J'ai l'impression qu'il n'apporte aucune solution durable parce qu'il montre bien que les sociétés européennes sont interdépendantes et sont dans des logiques d'interaction. Je crois que la crise du Covid-19 montre bien qu'il y a eu des effets à la fois sur l'intégration européenne, sur les frontières internes et externes, et sur la coopération transfrontalière. On a oublié que la frontière est aussi une interface active, et je laisse Jean peut-être évoquer des exemples et des cas plus précis. Merci, merci Bernard. Donc je vais effectivement tâcher de compléter ton propos du point de vue des territoires transfrontaliers. Donc pour rappel, la mission opérationnelle transfrontalière a 75 membres qui sont situés autour des frontières françaises, de part et d'autre de ces frontières, et comprend notamment des groupements transfrontaliers qui portent vraiment la gouvernance, comme on dit, de ces territoires transfrontaliers. Pour mémoire, elle est aussi la mode soutenue au niveau national, ce qui nous permet d'échanger aussi avec notamment l'État français, mais aussi avec les États voisins. Et puis nous avons des contacts qui se sont d'ailleurs renforcés pendant la crise avec les institutions européennes. Donc c'est bien ce point de vue multiniveau que je vais essayer de prendre maintenant, mais ce point de vue qui s'enracine dans l'expérience des territoires frontaliers, que nous avons d'ailleurs tenté de synthétiser après ces quelques semaines de crise dans un premier rapport qui a été publié sur notre site. Donc je vous en donnerai juste quelques extraits. Donc nous avons essayé effectivement tout au long de la crise de rendre compte de ce qui se passait, à la fois des ressentis mais aussi des actions qui ont été menées notamment par un certain nombre de structures transfrontalières. Et donc si on déroule effectivement le temps, on a eu d'abord donc une sidération qui a frappé, je dirais, la plupart des pays, et notamment les frontières, avec des fermetures de frontières non coordonnées, et avec, pire, des manifestations hostiles, par exemple vis-à-vis de travailleurs transfrontaliers qui, malgré tout, tâchaient de rejoindre leur travail de l'autre côté de la frontière. Et donc, on a pu parler de retour des frontières physiques, mais aussi dans les têtes. Et on peut dire aussi que, malgré tout, assez vite, une forme de coopération a repris et des solidarités se sont développées. Je pense que Jean-Baptiste Cuzin, tout à l'heure, on dira plus, notamment sur ce qui s'est passé dans le Grand Est et notamment à la frontière franco-allemande. Alors donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est surtout adopter donc un point de vue un petit peu plus large. Moi, je dirais que ce qui a frappé, ce qui nous a beaucoup frappé à la mode, c'est que, au-delà de ce récit de non-coordination, et puis quand même, après, au bout d'un certain temps de reprise de la coopération, ce qui a été mis à jour, c'est vraiment la réalité de ces interdépendances transfrontalières qui étaient tout d'un coup mises à mal. Je rappelle qu'il y a aux frontières françaises 400 000 travailleurs transfrontaliers qui partent ordinairement chaque matin du versant français vers le versant non français. Et donc, tout d'un coup, ça devenait plus difficile, et de manière différenciée suivant les frontières. L'économie a été mise à mal parce que, certes, effectivement, la liberté de circulation des marchandises était en théorie maintenue, mais elle était évidemment entravée par un certain nombre d'obstacles aux frontières. Et on a aussi découvert que des systèmes de soins nationaux pouvaient être
mise à mal par une fermeture possible des frontières, et tout d'un coup, le Luxembourg ou le canton de Genève ont fait valoir auprès de la France qu'il ne fallait surtout pas fermer ces frontières-là, parce que le système luxembourgeois ou le système de soins qui dépend des systèmes de soins du Grand Genève, de Genève, qui dépend fortement des travailleurs français, aurait été mis à mal. Donc, tout d'un coup, on voyait ce que nous connaissons, mais qui n'était pas visible pour peut-être certains acteurs, que nos territoires sont d'ores et déjà très, très interdépendants par-delà la frontière. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que l'impact, il a porté d'abord sur les personnes, et j'insiste sur cette idée de personnes. Il n'a pas porté uniquement sur des acteurs économiques, il a aussi porté sur des ménages. Par exemple, on a des ménages binationaux qui ont été impactés par la fermeture des frontières. On a des personnes âgées, par exemple, qui peuvent être en établissement de l'autre côté d'une frontière, avec tout d'un coup la difficulté qu'il y avait de pouvoir leur rendre visite. Et donc, les personnes ont souffert, et ce sont aussi finalement les personnes qui ont agi pour surmonter, je dirais, cette difficulté. Je pense à des élus, bien entendu, à des citoyens, à des organisations de citoyens, et aussi aux diplomates. Il y a incontestablement eu, au sein même de ces États qui ont pu donner l'impression vraiment de fermer et de réintroduire ce concept westphalien. Et il y a effectivement des fonctionnaires d'autorité qui ont joué ce rôle-là, je dirais des policiers ou des douaniers. Ce n'est pas les mettre en cause que de dire qu'ils ont tout d'un coup appliqué des consignes de fermeture. Et il y avait aussi les diplomates qui ont agi un petit peu dans l'autre sens. Donc on a senti qu'il y avait une espèce de fracture au sein même des appareils étatiques. Je voudrais aussi dire que les petites structures transfrontalières ont le plus souvent bien réagi, passé la première sidération. Je pense que Jean-Baptiste en parlera pour les eurodistricts à la frontière franco-allemande, mais on peut mentionner aussi, par exemple, l'Eurométropole, Lille-Kortrijk-Tournai à la frontière franco-belge. Ce type de structure a souvent réagi en recréant de l'information transfrontalière face à des citoyens qui étaient soudain perdus face à l'incohérence des décisions nationales qui étaient prises. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la crise a mis en lumière, je dirais, l'état de chaque frontière et l'état de sa gouvernance, avec finalement des frontières où il y a déjà une amorce sérieuse de gouvernance transfrontalière. Donc, le franco-allemand en est évidemment un exemple, donc ça, je ne vais pas le détailler. À l'inverse, on a des frontières où la gouvernance est moins organisée, mais où elle existe quand même. Je pense que sur le franco-belge, on peut le constater, avec non seulement l'Eurométropole, mais également des autorités étatiques qui se sont quand même recoordonnées avec le rôle du préfet, de l'ambassadeur de Belgique en France, etc. Je dirais qu'à l'inverse, une frontière comme la frontière franco-italienne, où il y a d'ordinaire une très faible gouvernance, très peu de structures, sauf éventuellement locales au niveau de la montagne transfrontalière, et bien là, il y a vraiment eu des difficultés sur des territoires emblématiques comme la vallée de la Roya, qui est traversée par la frontière. Il y a eu vraiment des blocages très mal vécus par un certain nombre de personnes qui, je dirais, du côté français, ont besoin de passer par l'Italie pour rejoindre le littoral dans des situations totalement aberrantes. Et même si les élus ont quand même là aussi essayé de surmonter, on a les élus de la région sud qui ont quand même assez vite écrit aux élus italiens pour les assurer de leur solidarité et puis reconstituer le lien. Il y a vraiment eu ce manque d'une gouvernance un petit peu permanente, et ça amène à justement se dire que la crise n'a pas apporté de choses fondamentalement nouvelles, elle a surtout éclairé d'un jour très cru la réalité de la coopération transfrontalière, et elle a justement nous permet à nous, Mott et autres acteurs du transfrontalier, d'avoir tout d'un coup une visibilité plus grande des enjeux. Et par exemple, sur la frontière franco-italienne, il y avait déjà depuis plusieurs mois un projet de traité qui était envisagé entre les deux pays, le traité du Quirinal, par référence au traité de l'Élysée et au traité d'Aix-la-Chapelle.
c'est pas encore signé, hein, mais il y a effectivement un certain nombre de diplomates qui songent à donner une dimension transfrontalière à ce traité, un petit peu sur le modèle du traité franco-allemand. Donc, on va laisser cet épisode se dérouler. Alors, quelles leçons tirer rapidement sur la gestion de futures crises et aussi sur l'après-crise? Il faut vraiment centrer les approches sur les personnes et sur les territoires transfrontaliers en évitant ces silos verticaux de politique nationale non concertée qui viennent impacter les territoires. Il faut partir du local, hein. Alors, on a tous vécu cette expérience de confinement et tout d'un coup, il y avait le déconfinement en France avec la zone des 100 km. L'idée, c'est qu'il faut que les 100 km, quand on est à la frontière, ça soit à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on puisse aussi à nouveau se mouvoir par-delà la frontière. L'idée de la frontière, non pas ligne, mais bassin de vie, qui est un combat de la motte, mais on a entendu Amélie de Montchalin, qui est donc la secrétaire d'État aux Affaires européennes du côté français, qui a affirmé ça lors d'un des comités de coopération transfrontalière franco-allemand. Et donc c'est cette dimension-là qu'il faut porter. Il faut donc développer cette approche multiniveau. Certes, les États doivent se parler, mais s'ils n'associent pas le niveau local de part et d'autre de la frontière, ça ne peut pas fonctionner. Il y a bien sûr un rôle de l'Europe. L'Europe a fait ce qu'elle a pu, hein, dans la limite de ses compétences, comme Bernard l'a rappelé, mais il faut sûrement, et c'est l'occasion, progresser vers une politique de santé publique européenne. Et puis, il y a aussi le rôle de la politique de cohésion par rapport aux enjeux transfrontaliers. Bon, tout le monde connaît Interreg. Ça fait quelques années que la Commission avait déjà progressé et les propositions qui sont sur la table pour la future politique de cohésion prennent beaucoup en compte les dimensions transfrontalières avec le souci d'améliorer la gouvernance, le souci de résoudre un certain nombre d'obstacles transfrontaliers. Eh bien, il faut prendre au sérieux ces propositions, d'autant plus à la lumière de la crise qu'on a vécue. Et il y a des projets qui doivent être réaffirmés, notamment le projet d'un outil de résolution des obstacles qui s'appelle le Cross-Border Mechanism en anglais, et qui serait une espèce de généralisation du mécanisme franco-allemand. Il semble que la crise ait amené des prises de conscience chez un certain nombre d'acteurs, y compris au niveau ministériel, et il semble que ça puisse justement réouvrir des débats qui étaient un petit peu bloqués au niveau européen. Alors, je voudrais conclure en disant que, en tout cas au niveau des acteurs de la coopération transfrontalière, nous nous sommes rapprochés entre la MOT, l'Association des régions frontalières européennes et le CESCI, qui est une structure hongroise qui ressemble à la MOT. Nous avons échangé de manière très régulière entre nous et avec la DG Régio, avec le comité des régions, également aussi d'ailleurs avec le Parlement, avec Anne Sander notamment, qui est députée de la région du Grand Est à Bruxelles et à Strasbourg, et qui anime un groupe transfrontalier. Et il nous semble que du côté des acteurs de la coopération transfrontalière, cette crise a été et est certes très douloureuse, mais peut-être aussi une occasion d'aller plus loin, comme c'est souvent le cas au niveau européen, dans son ensemble. Peut-être qu'il y a aussi l'occasion de repartir du bon pied vers la coopération transfrontalière. Voilà ce que je souhaitais partager, et je pense que s'il y a des questions, on pourra détailler tout cela. Merci. Merci beaucoup Bernard et merci beaucoup Jean pour ces présentations qui montrent à la fois, je dirais, le côté parfaitement inédit de cette crise et qui a été, je pense, inédit pour chacun d'entre nous, parce que l'expérience du confinement, même avec des personnes qui ont pu vivre des événements comme les guerres, c'est une expérience effectivement qui, je pense, était vraiment inédite pour les citoyens européens et pour beaucoup de
de citoyens du monde, vous avez montré aussi l'extrême complexité de cette crise des frontières et de ce qu'elles peuvent révéler, à la fois de l'Europe, probablement aussi de ses expériences transfrontalières, hein, qui, en tout cas sur la frontière franco-allemande, étaient très anciennes, mais dont on a éprouvé aussi la fragilité. Alors, ça va me permettre de passer la parole à Tiffaine Rioux, qui va nous présenter un toolkit, donc une boîte à outils, en fait, hein, sur cette crise du Covid-19 et qui peut-être nous permettre de réfléchir aussi à un certain nombre de choses qui ont été dites et qui permettront des questions. Ce que je vous propose, pour des raisons de fluidité technique, c'est de réserver les questions pour la fin des présentations, ce qui nous facilitera, je pense, le suivi par le public en particulier. Tiffaine, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, en effet, je vais vous présenter un kit d'outils qui porte sur la crise du Covid-19 en Europe et qui s'inscrit dans un ensemble de 4 autres kits d'outils pédagogiques qui sont en cours d'élaboration et qui portaient donc sur le thème des crises européennes. Donc, les 4 autres crises identifiées étaient les crises de l'espace Schengen, de l'euroscepticisme en Europe, la crise des ressentiments aux frontières et la crise migratoire. Donc, au vu des récents événements qu'ont connus l'Union européenne et les États membres en rapport à la pandémie de Covid-19, l'idée d'un 5e toolkit a émergé. Et normalement, sur la slide, la deuxième slide, vous devriez voir les axes principaux de ce toolkit. Ouais, parfait. Donc, en premier lieu, on abordera une chronologie de la crise du coronavirus en Europe, puis un panorama des différents modèles de gestion de la crise, et ensuite des témoignages des populations frontalières qui ont vu leur quotidien impacté au printemps dernier, et enfin les actions de l'Union européenne pendant la crise du coronavirus. On peut donc passer à la 3e slide. Donc, dans la première partie, voilà, la carte, vous ne la découvrez pas. Donc dans cette première partie, il s'agit de revenir sur la chronologie de la mise en place unilatérale des contrôles aux frontières, puisque au moins 19 États de l'espace Schengen ont rétabli leur contrôle en moins de 2 semaines en mars 2020, et ils sont progressivement en train de les lever depuis le mois de mai. Et il s'agira aussi d'évoquer les mesures successives de confinement et de déconfinement au sein des États membres de l'Union européenne, qui étaient plus ou moins strictes et parfois qui pouvaient varier selon les régions dans un même État. Et cette carte, elle est aussi intéressante car on y voit un patchwork de couleurs où chaque couleur correspond à une date différente de réouverture des frontières. Et cela montre bien aussi qu'il y a eu plusieurs stratégies face à la crise du coronavirus et des stratégies d'abord nationales. Et donc, c'est ce point qui sera abordé dans la deuxième partie du toolkit, et notamment la question des fermetures et des ouvertures unilatérales des frontières internes de l'espace Schengen. Donc, quand on parle d'unilatéralité du rétablissement des contrôles aux frontières, on peut voir, alors c'est l'autre slide, ouais, parfait. Donc sur cette carte que M. Rettel a déjà présentée, que l'Italie, par exemple, n'a pas mis en place de contrôle aux frontières, mais que tous les États autour, donc la France, la Suisse et l'Autriche, eux, ont rétabli des contrôles aux frontières avec l'Italie. Donc, dès lors, certaines stratégies face au Covid sont apparues antithétiques, puisque certains États ont instauré un état d'urgence et mis en place des mesures très restrictives, comme en Italie ou en Espagne ou en France, où il était interdit de sortir de chez soi sans raison valable, pendant que, dans le même temps, d'autres États comme la Suède ou le Royaume-Uni, au début, ont opté pour une stratégie de gestion plus souple, en choisissant de ne pas confiner sa population et de miser sur l'autoresponsabilisation des citoyens. Et donc, ces approches divergentes de la gestion de la crise se sont évidemment particulièrement illustrées aux frontières, où certaines frontières ont été contrôlées en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tandis que d'autres frontières étaient surveillées plus ponctuellement, voire pas du tout.
Et aussi, donc, certains États ont également restreint la circulation des personnes au sein même de leur territoire. Et c'est le cas de l'Allemagne, par exemple, où des frontières sont apparues entre les Länder au début de la crise. La troisième partie, elle rassemblera des témoignages des populations frontalières qui ont vu leur quotidien bouleversé. Donc, si on passe à la slide suivante, on peut voir voilà, 2 images. Donc, sur l'image de gauche, on est au lac de Constance, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. Les 2 pays avaient installé successivement leurs barrières à cet endroit afin d'empêcher les habitants d'entrer en contact. Sauf que dans les faits, les personnes qui avaient des proches de l'autre côté de la frontière continuaient à s'y retrouver. On peut trouver notamment des images où on voit des personnes qui jouent au badminton au-dessus de la frontière, qui a été surnommée, donc cette barrière a été surnommée le grillage de la honte, mais elle a été enlevée depuis la mi-mai. Sur la seconde image, qui montre le pont entre Kehl et Strasbourg, donc entre la France et l'Allemagne, on voit que la frontière n'est plus franchissable et qu'il faut se rendre à des points de contrôle pour pouvoir aller de l'autre côté de la frontière. Certains travailleurs transfrontaliers font part de situations assez cocasses, surtout au début du confinement où ils devaient se munir de documents pour pouvoir circuler à la fois en France et en Allemagne. Et il fallait que les documents soient traduits dans les 2 langues, dans les langues de chaque pays. Et enfin, dans la 4e partie, il s'agit d'analyser les actions que l'Union européenne a mises en place, sachant que son champ d'action était assez limité, car, comme l'a rappelé M. Reitel, ce n'est pas une compétence, le domaine de la santé n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est une compétence communautaire d'appui. Et donc l'Union européenne dispose toutefois de plusieurs dispositifs et de mécanismes comme Rescue, qui est un dispositif d'urgence utilisé lors de catastrophes naturelles, qui était jusqu'alors utilisé notamment pour lutter contre les feux de forêt. Mais là, il a été utilisé à des fins sanitaires dans le cadre de la pandémie du Covid-19. C'est un mécanisme qu'on n'utilise que lorsque les moyens nationaux sont épuisés. Et Rescue a été utilisé notamment pour acheter des équipements de protection individuelle et de matériel médical. Donc ce dispositif a ses limites puisqu'il repose sur la seule aide volontaire des États et lorsqu'un trop grand nombre d'États a besoin au même moment d'aide, le mécanisme atteint ses limites. Mais en suivant la proposition de plan de relance de l'Union européenne, le dispositif Rescue devrait être considérablement renforcé pour la prochaine programmation budgétaire 2021-2027 et son budget devrait tripler. Donc le but de ce toolkit est qu'il soit utile au plus grand nombre et permette une première approche du sujet de la crise du coronavirus. Vous pourrez le retrouver sur le site du Centre d'excellence Jean Monnet prochainement. Merci beaucoup, Tiffaine. C'est vrai que c'est une première et c'est un premier webinaire et nous travaillons un petit peu tous en filet ce soir, mais je tiens à rappeler que pour Tiffaine, effectivement, l'expérience était un peu particulière puisqu'elle est encore étudiante et je voulais la remercier tout particulièrement, non seulement de la qualité de sa présentation, mais aussi d'avoir tenu un timing parfait, ce qui facilite beaucoup ma fonction, en tout cas de ce soir. Donc qu'elle en soit remerciée. Ce qui était très frappant dans ce qui a été présenté, ce sont ces images de la frontière qui ont montré combien effectivement cette expérience était nouvelle, combien aussi est-ce qu'elle a pu être traumatique pour ceux qui jouent à saut de frontière, parce que c'est ce qu'a permis l'Union européenne depuis bien des années maintenant, travailler dans un pays, vivre dans un autre. Et normalement ne pas avoir ce sentiment de passer la frontière, si ce n'est en regardant son téléphone portable,
parce qu'en général, on change d'opérateur. Et puis parfois, quand vous prenez le train, vous changez aussi de Poinçonneur des Lilas, vous changez aussi, voilà, il y a encore quelques effets frontières, mais c'est vrai qu'on avait plus l'habitude de ce temps passé à la frontière. Et en choisissant aussi, pour illustrer ce webinaire, la photo de ce pont du tram entre Strasbourg et Kehl, et de cette fermeture par une barrière, je pense que c'est une illustration qui peut montrer à ceux qui n'ont peut-être pas eu cette expérience-là la violence effectivement de cette période. Et c'est pour ça qu'on avait envie eh bien aussi d'avoir un certain nombre de témoignages, parce que nous sommes aussi un centre d'excellence franco-allemand, et donc que nous nous sommes posé la question qui est toujours difficile de la langue dans laquelle diffuser nos travaux de ce soir. On a opté pour le français cette fois-ci, on optera pour l'allemand une prochaine fois. Mais je voudrais donner la parole maintenant à Joachim Beck et Birte Wassenberg, qui ont pour caractéristique d'être ces passeurs de la frontière au quotidien, puisque Joachim Beck est recteur de la Hochschule de Kehl, mais vit à Strasbourg, et que Birte Wassenberg est ma collègue à Sciences Po Strasbourg, mais qu'elle vit à Kehl. Donc l'on a une espèce de miroir avec ces deux membres du centre d'excellence, de cette facilité de la frontière qui du coup est devenue une difficulté. Alors je vais leur proposer, en sachant que c'est difficile parce que c'est à la fois un exercice un petit peu plus intime que d'habitude, et puis que je vais leur demander d'être en plus particulièrement respectueux du temps, mais je leur laisse la parole pour leur témoignage. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Joachim, peut-être je commence. Donne la parole. Merci beaucoup. Donc, je commence mon témoignage. Il y a quelques années, ma collègue Birte Wassenberg et moi avons décidé de pratiquer un mode de vie transfrontalier. Birte travaille à Strasbourg et vit à Kehl. Et moi, je vis avec ma famille dans l'eurométropole de Strasbourg et je travaille dans la ville frontalière de Kehl. Même si ces choix de vie ne sont toujours faits de manière rationnelle, dans une mesure limitée, on s'attendait à ce que nous défendons, notamment sur le plan scientifique, soit également mis en pratique dans notre vie privée, une Europe libre, avec des frontières ouvertes, qui permet à ses habitants d'être mobiles dans l'espace, et où la question dans quel état on vit et on travaille ne joue finalement aucun rôle. Dans notre région du Rhin supérieur, on peut étudier comment, au cours des 50 dernières années, un travail politique et scientifique constant a été mené pour améliorer la coopération transfrontalière. Cependant, les acteurs transfrontaliers convaincus que nous sommes ont souvent eu l'impression que le développement positif réel se caractérise par une grande lenteur. Si la dynamique socio-économique entre l'Allemagne, la France et la Suisse s'est constamment intensifiée ces dernières années dans le Rhin supérieur, de nombreux obstacles administratifs juridiques subsistent encore. J'ai commencé à m'appliquer concrètement de la coopération transfrontalière en avril 1996 en tant que chargé de mission allemand à Infobest, une structure qui a été créée pour conseiller les frontaliers et d'autres acteurs ayant une orientation transfrontalière. En septembre 2019, nous avions organisé un séminaire de notre centre Jean Monnet à Kehl. Il était intéressant de voir que 23 ans plus tard, le personnel d'Infobest est toujours confronté aux mêmes questions pratiques des frontières et des frontalières. Nous avions discuté avec beaucoup d'optimisme des possibilités d'améliorer la coopération transfrontalière dans le cadre du nouveau traité d'Aix-la-Chapelle. Quelques mois plus tard, avec la pandémie du Covid-19, un arrêt brutal de la coopération transfrontalière a eu lieu, ce qui nous a fait comprendre de façon dramatique à quel point les acquis sont finalement encore fragiles. Dans ma fonction de recteur de l'Université des sciences appliquées de Kehl, la pandémie de Corona m'a frappé très directement et, comme pour tout le monde, de manière inattendue. 7 mois après mon entrée en fonction, ma tâche a été soudainement de fermer l'université et de libérer notre personnel, mais surtout nos étudiants, de le monde numérique. Du jour au lendemain, je me suis trouvé dans mon home office à Strasbourg, dans le grenier de notre nouvelle maison, malheureusement sans connexion Internet. Le dernier jour
pour le dernier jour, c'était encore possible de passer la frontière. J'avais demandé à ma secrétaire d'aller dans un MediaMarkt à Kiel pour me procurer d'un long câble de 25 mètres qui permettrait de me connecter avec ma Freebox au rez-de-chaussée. Et ce câble a créé pendant tous les confinements une barrière, une frontière un peu bizarre dans la maison. Le matin du dernier jour, je suis allé en voiture à Kiel à 5h30 le matin pour récupérer le matériel préparé et je suis tout de suite retourné en France à 6h. La frontière et tous les magasins étant fermés seulement quelques heures plus tard. Heureusement que j'ai pu installer finalement la connexion Internet et j'ai eu dès lors la tâche douteuse de gérer par vidéoconférence une administration universitaire dans le cadre de la pandémie de Corona. Comme je vivais soudainement en France, dans une zone à risque dessinée par l'Institut Robert Koch, j'ai dû passer 2 semaines en quarantaine. 2 semaines plus tard, lorsque je voulais enfin franchir la frontière en tant que frontalier, afin de revenir sur place aussi en tant que recteur, au moins 1 jour par semaine, j'ai vécu une véritable défaite. On m'a fait comprendre que le personnel de notre université se sentait menacé par ma présence. On m'a demandé de plutôt rester au home office jusqu'à nouvel ordre. J'ai partagé ce destin avec divers autres collègues frontaliers qui, comme moi, vivaient à Strasbourg. Cela a été un choc profond pour moi. En outre, j'ai lu dans la presse locale que les résidents allemands de Kiel étaient très hostiles à travers leurs concitoyens français aussi. Personnellement, je ne pouvais même pas blâmer mes collaborateurs car leur sentiment d'insécurité et de menace était en fin de compte le résultat d'une attitude incohérente politico-administrative du côté allemand. Soit la région voisine était effectivement une dangereuse zone à risque, auquel cas une fermeture complète de la frontière aurait été tout à fait compréhensible. Ou bien la pertinence d'une telle zone à risque est finalement sans importance, mais alors non seulement les frontaliers auraient dû pouvoir faire la navette vers l'Allemagne pour retrouver leur poste de travail, mais tous les gens auraient dû pouvoir le faire. Le fait que le frontalier français n'avait pas le droit de faire des courses en Allemagne après le travail n'était pas non plus très rassurant. En plus, cette étrange réglementation avait une application totalement irrationnelle sur place. Chaque fois que j'ai traversé la frontière en venant de France, la seule chose que la police nationale allemande voulait voir était mon passeport allemand. Ils ne m'ont jamais demandé mon Grenzgängerbescheinigung et encore moins si j'avais réellement passé 14 jours en quarantaine. Ce soir, sur le chemin de retour, les policiers français n'étaient intéressés que par le document original de l'attestation de l'employeur délivré par le ministère français de l'Intérieur. Ce qui était vraiment difficile à comprendre, cependant, c'est que la manière dont l'État-nation appliquait la loi Corona localement à la frontière dépendait de manière extrême de la personnalité individuelle des personnes qui s'y trouvaient. C'est exactement ce qui ne devrait pas être le cas dans un état de droit, à savoir que la loi n'est pas appliquée par un réel exercice du pouvoir discrétionnaire, mais par un arbitrage individuel, voire subjectif, qui s'est produit pendant toute la durée de la pandémie. J'ai traversé la frontière environ 40 fois pendant cette période et j'ai tout vécu, des contrôles absolument intenses de mon véhicule, de mes papiers, de mes sacs, etc., jusqu'au policier qui me faisait signe de passer, se trouvant lui-même dans un état un peu fatigué. Un ami de nationalité autrichienne qui habite à Strasbourg a vécu cette expérience similaire. Le matin, on lui a fait signe de passer à Kiel sans problème pour acheter son journal allemand dans le tape-à-presse à la gare. Le soir du même jour, comme il avait maintenant l'impression que la frontière était perméable, il voulait se rendre à Offenbourg pour y chercher son fils arrivé de Francfort à la gare. Un autre policier très jeune, qui entre-temps a commencé ce service, lui a refusé l'entrée au motif qu'il était citoyen autrichien. De plus, Offenbourg était beaucoup trop éloigné, ce n'était plus de la zone frontalière, etc., etc. En tant que chercheur,
j'ai délibérément abordé le domaine de la coopération transfrontalière au cours des 10 dernières années pour aller plus loin également sur le plan méthodologique de l'étude comparative des différents systèmes politiques, administratifs, juridiques et culturels à l'analyse des systèmes intégratifs en Europe. La coopération transfrontalière étant un exemple prometteur dans ce sens. Malheureusement, la pandémie de Corona a confirmé de manière radicale une hypothèse que moi-même j'ai formulée. Les affaires transfrontalières ne sont aussi et surtout dans leur manifestation institutionnelle qu'un sous-système dont la fonctionnalité dépend dans une large mesure des contributions des systèmes nationaux participants. Si ces systèmes nationaux se ferment, ils ferment aussi automatiquement la communication intersystémique et ainsi le système de coopération transfrontalière, déjà très fragile, disparaît également. À cet égard, le réflexe national m'a choqué en tant qu'Européen convaincu, mais en tant que scientifique, je n'ai finalement pas été surpris. Néanmoins, on reste un peu perplexe. Pendant la pandémie de Corona, j'ai très souvent dû penser à l'image que la DigiRegio avait créée à l'occasion de célébration du 25e anniversaire d'Interreg. Cela symbolise, tout au long des différentes phases de développement du programme, le fait que Interreg est passé au fil du temps d'un bébé ayant besoin d'aide à un adulte. On peut certainement désespérer cette image à l'époque Corona. D'autre part, il est peut-être vrai que les territoires transfrontaliers en Europe devraient insister beaucoup plus pour être perçus comme des adultes, comme des partenaires égaux des États-nations, et non, comme c'était le cas pendant la pandémie, pour être renvoyés dans un état d'immaturité. Le fait que les régions frontalières suscitent actuellement une attention croissante à de nombreux niveaux différents peut donner de l'optimisme. En tant que père de famille et être humain, je tire délibérément deux conclusions de la pandémie de Corona, l'une plutôt optimiste et l'autre plutôt sceptique. La conclusion optimiste consiste en une future appréciation particulière de ce qui est important pour nous en tant que liberté individuelle, à savoir les droits de l'homme dans une société libre. La conclusion plutôt sceptique se traduit par un conseil à mes enfants qui vont bientôt entrer dans le monde professionnel. N'organisez jamais votre vie de manière à devoir se déplacer fonctionnellement et structurellement entre deux États ou systèmes. L'Europe, ou plutôt ses États membres, semble malheureusement encore très loin d'être vraiment prête pour cela. Merci beaucoup, Joachim, pour ce témoignage. La parole est à Birte Wassenberg. Merci. Voilà, alors moi, petit témoignage. Merci, Joachim. Alors, le mien vient maintenant. Je vais faire j'ai fait une sorte de journal Tagebuch comment j'ai vécu la crise, donc très personnel, très intime, en trois parties, comme il se doit pour une historienne. C'est-à-dire en décrivant d'abord le moment où la crise arrive, ensuite le lockdown et ensuite le déconfinement. Voilà. Alors, je pars du début. Donc, la semaine du 9 au 15 mars, le lockdown. Mon collègue, c'était Joachim, m'informe que le Robert Koch Institute a classé l'Alsace en zone de risque. Du côté français, on n'en sait rien. À Sciences Po, on fait cours alors que la Hochschule de Kiel est fermée. Le 12 mars au matin, mes étudiants américains à Portales font leur bagage pour repartir aux États-Unis. C'est la panique. Trump a décidé de fermer les portes vers l'Europe. Je ne peux pas faire court, je ne peux plus organiser mon séminaire sur les frontières et la crise migratoire. Quelle ironie du sort! Je suis complètement désemparée. Le 12 mars au soir, mon collègue Joachim Beck me prévient qu'ils vont fermer la frontière. Il a les informations du ministérium. Je me rends compte que j'ai ma fille aînée et une des jumelles avec moi à Kiel, mais que mon fils et l'autre jumelle sont au côté français. Mon collègue me rassure, mais après, il me rappelle en disant « Essaye quand même de la récupérer, l'autre jumelle. »
Je n'y arrive pas. Elle est trop tard. Elle est déjà dans un train vers un village dans le nord de l'Alsace pour rejoindre une copine. C'est là que ma fille aînée me dit « Maman, c'est comme en 61 quand ils ont construit le mur de Berlin. On a la moitié de la famille d'un côté et l'autre de l'autre du rideau de fer. » Le 15 mars au soir, le président Macron s'adresse au peuple français. Il utilise maintes fois la même expression « Nous sommes en guerre ». Cela fait peur. Il annonce le confinement. Dans la nuit du 15 au 16, ce sont les Allemands qui ferment la frontière. À Kiel, tout est bloqué. Plus de train, plus de tram, plus d'accès au pont. Je me rends compte que c'est le vendredi 13 que j'ai passé la frontière pour la dernière fois. 3 jours plus tard, Madame Merkel s'adresse au peuple allemand. Elle est très brève. Elle est désolée que les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants. Elle demande gentiment aux citoyens allemands de rester à la maison. Elle les y invite, elle n'ordonne pas. Les 2 discours de chefs d'État et de gouvernement n'auraient pas pu être plus différents. Durant la semaine, les Allemands décident d'une Kontaktsperre. Chaque land fait ce qu'il veut. À la fin de la semaine, la Kontaktsperre est généralisée, mais personne ne sait ce qui est possible ou pas dans quel land. C'est le bordel. Mais la frontière, elle est fermée, elle reste fermée. Deuxième partie, le confinement ou le lockdown. À Kiel, l'ambiance change complètement. Plus de voitures françaises, plus de Français dans les rues. Kiel est vide. Cela redevient un village allemand. Je précise badois. Le 21 avril, c'est l'anniversaire de mon fils. Nous en avons assez d'être séparés. Il tente sa chance pour traverser la frontière. Et il y arrive. Parce que du côté français, il a une autorisation d'étudiant en médecine, ce qui lui permet de circuler. Côté français, et à la frontière allemande, le mot magique, ce n'est pas « je veux aller voir ma mère, mes sœurs ». Non, le mot magique, c'est la réponse à la question « vos papiers, s'il vous plaît ». Il montre son passeport allemand. « Ah, vous êtes allemand, alors vous pouvez passer ». S'il avait montré son passeport français, cela aurait été pas possible. Jusqu'à fin mai, je ne traverse plus la frontière. Mais une fois, je dois chercher une amie à la frontière qui veut faire réparer sa voiture, une BMW, dans un garage à Kiel. Avec un papier du garage, c'est possible. Mais le papa de mes jumelles n'a pas le droit d'aller voir ses filles. La gestion de la frontière me paraît de plus en plus absurde. Je vois cette frontière, des barrières partout, des policiers. Je garde mes distances, j'ai peur, je suis triste. La frontière fermée me ferait presque pleurer. Car non seulement je vis entre 2 systèmes, j'ai 2 nationalités, je travaille en France, j'habite en Allemagne, mais mes recherches sur la coopération transfrontalière ont donc toujours montré cet espace franco-allemand comme un espace d'échange et d'intégration. Cela semble fini, c'est triste. Le déconfinement, dernière partie. À partir de fin mai, je recommence à traverser la frontière avec mon autorisation de travailleur frontalier signée par le président de l'université. Mais les policiers français ne comprennent jamais rien. Ils arrêtent seulement les voitures, bien sûr, avec une plaque allemande, comme la mienne. Vous habitez en France? Non, en Allemagne. Vous êtes française? Oui, mais aussi allemande. Mais pourquoi vous voulez aller en France? Je travaille à l'université. Mais vous êtes allemande? Oui, et française. Mais aujourd'hui, c'est samedi. Qu'est-ce que vous voulez à l'université? Monsieur, les universités n'ont pas d'horaire. Bon, d'accord, alors passez. Du côté allemand, la plaque allemande et le passeport allemand, c'est comme une clé magique. On passe toujours. Mais les Allemands ne demandent pas les mêmes questions que les Français. Les passages des frontières sont différents à chaque fois. Parfois, je peux passer sans montrer rien. Parfois, il n'y a pas de contrôleur. Parfois, je dois expliquer un quart d'heure. C'est pénible et c'est différent du côté français et du côté allemand. En fait, cela révèle ce que Jean Perruni me dit, que la frontière est double, France-Allemagne et Allemagne-France. Et chaque autorité nationale applique ses règles pour la gestion et le contrôle. Le 15 juin, c'est fini. Les barrières sont enlevées. C'est comme s'il n'y a jamais eu rien eu, comme si on se réveille d'un mauvais rêve, d'un cauchemar, et on constate que tout est rentré en ordre. Il ne reste que les photos que j'ai prises de la frontière fermée et qui m'ont fait pleurer.
La conclusion, et moi personnelle, est prise d'un article qu'on avait écrit avec Frédéric. Ce qui est préoccupant dans cette crise, à mon sens, ce sont les effets psychologiques du processus de frontiérisation, de bordering, parce qu'il emmène au retour d'une réflexion politique réduite à l'horizon de l'échelon national. Et cette frontiérisation s'effectue clairement sans consultation et sans accord de la part des citoyens qui vivent à la frontière. Et le danger est la remise en question des principes fondateurs même de l'idée européenne, qui est basée sur l'unification des peuples et non pas sur leur différenciation nationale. Merci, voilà mon témoignage. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette description très claire de ce que j'appellerais le double tranchant de la frontière. Et c'est vrai que la crise de la Covid-19, elle a eu comme première conséquence de fermer des frontières qu'on pensait ouvertes à jamais, ce qui est un premier signe effectivement de fragilité de nos processus, mais elle a révélé aussi de nouvelles architectures de la frontière, certaines temporaires, d'autres qui le seront peut-être moins. Bernard évoquait tout à l'heure la libre circulation des marchandises, mais elle a aussi considérablement changé avec la mise en place de ce que la Commission a appelé les couloirs verts de libre circulation, qui ont quelque part changé les routes empruntées par les camions, les trains, et puis évidemment dans un certain nombre de cas aussi les avions. Donc effectivement, il nous appartiendra certainement de réfléchir à la pérennité ou non de ces nouvelles configurations frontalières qui apparaissaient bien sur les cartes et qui apparaissent de manière particulièrement sensible sur vos témoignages. Je crois qu'il est important aussi, on l'a rappelé, on est parti d'une situation qui était une situation de sidération en Europe. Sidération face au virus, sidération face à cet effet domino des fermetures de frontières, mais très rapidement sont réapparus des éléments de coopération, les institutions qui finalement sont les institutions de la coopération transfrontalière, mais aussi les institutions étatiques, et puis la Commission européenne aussi, par la voix de la présidente Ursula von der Leyen, qui très régulièrement faisait ce qu'on est en train de faire sur YouTube, mais diffusait, elle, les messages qui ont permis de comprendre ce qu'était la fermeture et la réouverture des frontières. Alors c'est de cette coordination, point d'interrogation, que nous voudrions discuter avec Jean-Baptiste Cuzin, directeur de la coopération transfrontalière européenne et internationale de la région Grand Est, et qui va, grâce à des questions posées par Birte Wassenberg, pouvoir nous expliquer un peu comment cette coopération finalement s'est réinstallée alors que la fermeture de la frontière, en tout cas, c'est un souvenir très clair du côté de la frontière franco-allemande, a été une fermeture unilatérale et extrêmement brutale puisqu'elle a eu lieu en une nuit, ce qui effectivement est assez étonnant. Je vous laisse la parole. Merci. Bon. N'oubliez pas vos questions sur le chat ou ce qui s'appelle discussion publique dans Bibibi, ce qui doit être la version francophone du chat de YouTube. Monsieur Cuzin, nous avons fait connaissance déjà par téléphone à la suite d'un interview que j'avais donné où j'avais dit que j'étais très déçue parce que je n'avais pas senti une action des instances officielles ou transfrontalières dans l'espace du Rhin supérieur sur cette crise. Et vous m'aviez dit non, ce n'est pas vrai. Et ensuite, vous m'avez raconté ce que vous avez initié au niveau de la région en coopération avec les Länder. Donc, ça serait bien si vous pouviez peut-être rappeler un petit peu cette action que vous avez entreprise pendant la crise pour trouver des coopérations avec le côté allemand. Très volontiers. Très volontiers, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en matière de coordination franco-allemande de proximité et qui, effectivement, ne sont pas insérées dans des cadres de coopération connus, balisés, et où, effectivement, là où on attendait une réponse venant d'instances de coopération bien établies, là, on attendait des réponses intergouvernementales, là, on attendait des réponses complémentaires européennes. En vrai, la réponse, elle a d'abord été inventée au jour le jour en partant d'un constat du terrain et je dirais en 4 temps. Le temps de la réaction,
le temps de l'adaptation, le temps de la respiration et le temps de la projection. Alors, j'essaye d'expliciter ça. Le premier temps, ça a été la réaction et non pas le temps de la sidération, parce que, de mon point de vue, moi je suis à la région en charge de coordonner la coopération transfrontalière européenne internationale, la fermeture de la frontière, nous l'avons vu venir. Nous l'avons vu venir, et tout ceci a commencé par des appels. C'était le week-end du 8-9 mars, où mon télé a commencé à sonner avec des collègues de Stuttgart, de Mainz, de Saarbrücken, commençant à appeler en disant on va avoir un problème. On commence à percevoir qu'il y a un cluster autour de Mulhouse qui gagne en ampleur. On n'arrive pas à avoir de données fiabilisées sur les mesures de prévention qui sont mises en œuvre. On comprend, en interrogeant Berlin, que le dialogue entre le Robert Koch Institute et l'Institut Pasteur est mauvais, ou qu'il est trop faible. Et donc, on a des points d'interrogation. On a des points d'interrogation, et ce que nous comprenons, c'est que le Robert Koch Institute envisage de déclarer la région de Mulhouse, le Haut-Rhin, comme étant un Risikogebiet, une zone à risque. Le lendemain, poursuite des échanges, et là, on voit les choses qui s'accélèrent, avec d'abord le constat effectivement qu'aucun interfaçage pour échanger des données médicales entre partenaires français et allemands. Nous, régions ayant une compétence totalement subsidiaire en matière de santé publique, interrogeons l'ARS. L'ARS nous dit oui, effectivement, on n'a pas les canaux pour échanger des informations avec nos partenaires allemands, mais il y a un dialogue entre Paris et Berlin. Et on organise très rapidement un dialogue au niveau politique entre le président de la région, Jean Rotner, le vice-président Kretschmann, la vice-présidente Dreyer, le vice-président Hans, et qui nous confirme, oui, effectivement, la région Grand Est ayant entre-temps été déclarée Risikogebiet, zone à risque, par le Robert Koch Institute, nous, Länder, qui avons une compétence partagée en matière de sécurité intérieure avec le Bund, avec l'État fédéral, avons le droit de pouvoir demander à l'État fédéral de mettre en œuvre des précautions et donc de pouvoir réinstaurer aux frontières. Et ceci sur la base d'une compétence partagée, et ceci sur la base d'un principe vieux comme le monde, qui est de dire, dans une situation de crise, il y a un réflexe clair, parce qu'on présume que la frontière va protéger, et on sous-estime le fait que la frontière a avant tout une interface de contact, et que, évidemment, toute décision de fermeture aux frontières doit reposer sur une juste évaluation de l'avantage d'une fermeture de la frontière par rapport au coût social, économique de la fermeture. Et donc, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu de nos partenaires, c'est de dire, ben voilà, effectivement, nous avons trop peu d'informations fiabilisées sur ce qui se passe côté français. Il n'y a pas de dispositif de gestion sanitaire coordonnée du risque épidémiologique. Donc, nous sommes dans l'obligation de répondre au ministre Seehofer, ministre fédéral de l'Intérieur, oui, il nous faut prendre des mesures de précaution et donc instaurer des contrôles aux frontières. Et donc, dans ce premier temps qui était pour la réaction, la seule chose qui a pu être effectivement obtenue, ça a été que, de manière, je dirais, cosmétique, il y ait une communication franco-allemande sur l'annonce de la fermeture de la frontière, le fait que ceci se fait formellement en activant les clauses de sauvegarde Schengen, de manière effectivement à ne pas communiquer auprès du grand public le fait que la décision avait été prise de manière totalement asymétrique. Et dès lors, ce qu'il a fallu, c'était organiser la fermeture de la frontière en tenant compte de l'impact pour les frontaliers, les travailleurs frontaliers ou usagers du fait frontalier, confrontés au fait de devoir, pour les travailleurs frontaliers, continuant à se rendre en Allemagne, garantir le fait que leurs droits soient respectés, et concernant de manière plus générale les frontaliers, prendre en compte la nécessité, en termes de droit fiscal, de droit du travail, de mesures de sécurité intérieure, de veiller à ce que
la fermeture de la frontière ne donne pas lieu à des mauvaises pratiques, à des dérapages. Là-dessus, effectivement, nous avons réussi très rapidement, avec la lecture, avec les lenders, à mettre en place une coordination technique, une Schaltstelle, dans laquelle rapidement est rentrée évidemment l'Agence régionale de santé, l'ARS, mais dans laquelle est rentré très rapidement, à la demande des lenders, le BMI, le ministère fédéral de l'Intérieur, la Polizei, das Auswärtiges, et dans laquelle nous avons fait rentrer les départements frontaliers pour pouvoir, au fil de l'eau, d'abord sur une base journalière, ensuite sur une base tous les 2 jours, pouvoir échanger nos questionnements, pouvoir collecter des informations fiabilisées en traitant des questions qui nous remontaient du terrain par les eurodistricts, par l'ensemble des structures travaillant en appui des frontières, pour pouvoir d'abord permettre d'expliquer ce qui se passait, pouvoir identifier des anomalies et pouvoir les traiter, pouvoir faire qu'il y ait des prises de parole publiques de part et d'autre pour apaiser les esprits concernant les quelques dérapages qu'il y a eu dans l'espace public concernant des prises à partie de frontaliers. Tout le monde a entendu parler de la malheureuse personne qui s'est pris un œuf sur sa voiture dans la Sarre en étant traité de Schmutziger Franzose. C'est le cas qui nous a ça a eu évidemment un impact dévastateur. Donc il a fallu aussi qu'il y ait eu des mesures, des signaux très forts dans l'opinion publique portés par les politiques de part et d'autre, aussi portés par le réseau des CCI, des chambres de commerce et d'industrie, des IAK, chambres de commerce et d'industrie côté allemand, pour pouvoir aussi appeler les entreprises à garantir une équité de traitement entre frontaliers et non frontaliers dans la vie de l'entreprise, où il y a eu au début des mesures qui s'apparaissent à de réelles distorsions. Heureusement, progressivement, les mesures qui pouvaient sembler être constituer une distorsion entre les frontaliers et non frontaliers se sont peu à peu effacées. Et donc, nous avons réussi à gérer l'adaptation à la fermeture de la frontière en maintenant des canaux de dialogue entre tous les acteurs. Après, le troisième temps, ça a été le temps de la respiration. Et le temps de la respiration, il est venu d'un besoin qui était celui de désengorger les hôpitaux de Thionville, de Metz, de Sélestat, de Mulhouse, de Saint-Louis, de Strasbourg, donc aussi bien en Lorraine qu'en Alsace, qui est arrivé à saturation en partant d'un liminaire qui est que la gestion de crise, telle que pensée du côté français, prévoyait des transferts vers d'autres régions françaises, mais ne prévoyait pas des transferts de proximité vers l'Allemagne. En clair, il était envisagé de transférer des patients à 900 km de chez eux en train, mais non pas à 40 km de chez eux de l'autre côté de la frontière, avec une ambulance ou un hélicoptère. Et donc là aussi, très rapidement, la question a été posée de se dire, mais comment se fait-il, non pas que ceci ne soit pas prévu, mais que nous ne posions pas la question. Et donc, il a été convenu avec mon président, le président Rotner, avec la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, de poser la question avec initialement un certain scepticisme, il faut l'avouer, du côté des autorités sanitaires de notre propre territoire, qui nous disaient, mais ce n'est pas pris, nous n'avons pas le cadre pour le faire. Et donc, nous, région, avec la préfecture, avec le département du Haut-Rhin, on se dit, non, nous allons y aller, nous allons poser la question. Et donc, lorsque la question de la possibilité de transfert des patients a été posée la première fois, c'était le 18 mars de mémoire, lors d'une réunion de coordination de ce bloc des lenders, la réponse quasi immédiate de mes interlocuteurs, de mes homologues à Stuttgart, à Mainz et à Saarbrücken, c'était de dire, on attendait que tu nous poses la question, évidemment, nous sommes disposés à examiner cela. Dans la foulée, des instructions très claires ont été données par les autorités sanitaires de Baden-Württemberg, l'ensemble des hôpitaux de Baden-Württemberg, côté Baden, côté Württemberg, pour pouvoir recenser
des lits qui pourraient être mis à disposition de patients ayant été intubés dans un état stabilisé et étant en mesure de pouvoir être transférés. Même réponse de Rheinland-Pfalz, même réponse du côté de la Sarre, même réponse de la part des cantons frontaliers suisses, même réponse portée par des canaux à la fois région Luxembourg et Paris-Hambourg de la part du Grand-Duché du Luxembourg, et avec sur nos frontières un seul partenaire qui n'a pas pu donner suite, qui a été la Wallonie, puisque en Belgique, la capacité hospitalière avait été, dès le début de la crise, réquisitionnée, si j'ose dire, au niveau fédéral, et qu'il n'a pas été possible d'obtenir la possibilité de voir des patients du Grand Est transférés vers la Wallonie. Et cette norme de transfert de patients dans l'espace frontalier dans un premier temps, ensuite, au-delà des frontières, vers des cantons non frontaliers en Suisse, vers des Länder non frontaliers en Allemagne, vers Salzbourg en Autriche, a été une vraie respiration. Une vraie respiration, évidemment, parce que ça a permis de sauver des vies. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de cette crise, le premier poumon que l'hôpital de Moselle et d'Alsace ont eu, avant les transferts vers d'autres régions, avant la prise en charge de patients au sein du fameux hôpital militaire temporaire qui a été déployé à Mulhouse, ça a été les transferts vers les territoires frontaliers et au-delà vers les Länder non frontaliers d'Allemagne, les cantons non frontaliers de Suisse et l'Autriche. Et cette séquence, évidemment, a été salvatrice parce que d'emblée, l'ensemble des partenaires ont pleinement assumé le fait que nous avions, avec cette chaîne de solidarité, un narratif, une histoire, des histoires vécues, permettant de dire, vous voyez, dans cette situation de fermeture partielle de la frontière, néanmoins, nous avons été capables, sans avoir de cadre prédéfini de manière intergouvernementale, sans avoir de cadre opérationnel défini au niveau européen, les lignes directrices de la Commission européenne pour inciter les États à mettre en place des transferts de patients sont arrivées après que nous l'avons mis en pratique. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup d'échanges avec la Commission européenne qui nous a interrogés pour savoir comment ça s'était fait, quelle était la recette. On leur a dit, nous l'inventons. Nous l'inventons, elle n'est pas écrite, elle est hors cadre. Et ceci a été effectivement salvateur pour redonner confiance en ce qui concerne la capacité de pouvoir traiter ce traumatisme de la fermeture de la frontière en organisant une chaîne de solidarité. Et ensuite, une fois qu'il n'était plus nécessaire de transférer des patients parce que la pression au sein des hôpitaux était retombée, eh bien, il a fallu qu'on se projette sur un quatrième temps, celui de la réouverture de la frontière et celui, évidemment, de la gestion en commun des apprentissages qui devraient être faits pour pouvoir, évidemment, tirer les enseignements de cette gestion de crise. Et tout au long du mois de mai, l'enjeu central, ça a été de créer les conditions pour d'abord assouplir les contrôles aux frontières, socler le consensus de la Länder, que les Länder reconnaissent que la fermeture de la frontière n'avait aucune efficacité sur un plan sanitaire et que donc il fallait la réouvrir. Et évidemment, ce qui est apparu, c'est que fermer une frontière de manière unilatérale, c'est très facile. La réouvrir, c'est beaucoup plus complexe. La réouvrir de manière coordonnée, c'est encore plus complexe. Et donc, ça a été le combat tout au long du mois de mai jusqu'à la mi-juin, permettant enfin le 15 juin de voir la frontière réouverte. Et l'enseignement que nous en tirons, c'est que effectivement, si la gestion de crise sur la frontière franco-allemande a permis de limiter les dégâts, mais aussi d'initier une chaîne de solidarité que je pense bon nombre de nos partenaires auraient voulu voir sur d'autres frontières, si a été le fait d'une intelligence collective entre les collectivités, les services de l'État et du Bund qui ont compris la nécessité de capter les signaux, les alertes
les injonctions venant des acteurs économiques, venant des acteurs politiques, venant des territoires, pour mettre en place une régulation. Et de ce fait, si le dialogue franco-allemand durant la crise, rétrospectivement, apparaîtra comme ayant été un des dialogues les plus structurés, ceci sera partie avant tout d'un dialogue de proximité. Et dernier élément, également, je pense qu'il y a des apprentissages que l'on pourra faire de cette gestion de crise, c'est que la fermeture de la frontière est un tel traumatisme dans la relation franco-allemande que ça a certainement été un des facteurs clés ayant conduit à ce que les équilibres politiques en Allemagne concernant la solidarité financière, la capacité d'emprunt au niveau européen bougent. Et très clairement, nous avons vu bon nombre d'interlocuteurs, parmi nos interlocuteurs côté allemand, qui nous ont expliqué que sans cette crise, sans la fermeture de la frontière, très probablement, il aurait été beaucoup plus difficile d'obtenir un consensus en Allemagne ayant conduit à la proposition Merkel-Macron de modélisation d'un plan de relance européen. Merci beaucoup, M. Cusin, pour ce témoignage qui prouve qu'en temps de crise, on peut faire preuve d'innovation et que les collectivités territoriales et les Länder ont réagi et ont créé une Stabsstelle, des nouvelles instances qui ont essayé de maîtriser cette crise. Je repasse la parole à Frédéric Béraud parce que nous souhaitons laisser le temps pour des questions, parce que pour chaque intervention, il y a certainement plein de questions du public. Frédéric ? Merci beaucoup. Alors effectivement, vous pouvez poser vos questions par écrit dans la discussion publique de BBB ou le chat YouTube. Vous pouvez aussi, si vous êtes connecté sur BBB, vous pouvez en profiter pour ouvrir votre micro en nous disant qui vous êtes, parce qu'on ne vous verra pas nécessairement, et poser votre question si vous souhaitez la poser directement, sans aucun problème. Moi, il y a une première question qui me viendrait. On va avoir à peu près 10 minutes, un quart d'heure de questions. La première question qui me vient en vous écoutant, c'est finalement, on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans tout ça, beaucoup de choses aussi qui relèvent aussi d'une crise de la frontière et pas seulement d'une crise sanitaire. Qu'est-ce qui serait susceptible de nous aider, le cas échéant, je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais à faire obstacle à une deuxième vague ? Je ne sais pas qui veut se lancer dans cette réponse difficile, mais un petit peu quelles sont les choses qu'on voit apparaître en termes de réformes, parce qu'on l'a dit, effectivement, l'Union européenne était aussi mal armée dans cette crise parce qu'elle n'avait que des compétences d'appui qui sont très importantes. Les compétences de coordination sont très importantes, mais elles restent effectivement des compétences d'appui. Si je peux commencer à répondre, la question centrale, en vrai, c'est de sécuriser, de garantir le fait que la confiance mutuelle dans les autorités sanitaires, dans la capacité d'échanger des informations fiabilisées, soit suffisante pour éviter de devoir de nouveau faire appel aux réflexes de la frontière. Très clairement, si tous les États membres ont voulu jouer la carte de la Frontex, c'était aussi parce que les conditions pour créer la confiance concernant la capacité à mettre en œuvre des mesures de confinement localisées, on est tous évidemment conscients du fait que la manière dont les frontières ont été contrôlées ne répondait en rien à des principes de précaution sanitaire. Ça a été dit par M. Beck, par Bert Wassenberg. La possibilité de continuer à franchir la frontière durant la crise était liée au fait d'appartenir à une catégorie autorisée sans que nécessairement des mesures de précaution soient prises. À savoir, très probablement, peut-être eu, durant la zone de la frontière, des chauffeurs routiers, des frontaliers, eux-mêmes testés positifs au Covid, qui ont franchi la frontière sans même savoir, parce que justement,
les contrôles n'ont pas été organisés pour être des contrôles sanitaires et surtout pour pouvoir proportionner les contrôles à des types de précautions territorialisées, non pas par rapport à des frontières, mais par rapport à des territoires étant des zones à risque. Aujourd'hui, on voit, il y a de nouveau un reconfinement autour de Reda-Wiedenbrück en Nordrhein-Westfalen. On est sur une approche qui est territoriale, et c'est évidemment sur une approche territoriale objective que les territoires qu'il faut reconfiner soient transfrontaliers ou pas. Ce sont ces approches par des territoires qui ont une spécificité, qui ont un cluster, qui évidemment devraient prévaloir. Et entre-temps, Dieu merci, les flux d'échange d'informations avec les partenaires frontaliers du Grand Est sont stabilisés. Les protocoles qui ont été mis en place à la demande de nos partenaires allemands et luxembourgeois et qui, aujourd'hui, permettent enfin de faire un monitoring transfrontalier et espérons de pouvoir, si demain il doit y avoir une deuxième vague, pouvoir évaluer la nécessité de refermer des frontières au regard de la réalité objective de chaque territoire par micro-segment de frontières et non pas par référence à un rêve quasi pavlovien qui est celui de fermer la frontière pour se protéger. Oui, je pense que ça, c'est un élément effectivement important qui est apparu dans plusieurs de vos communications. La frontière n'a certainement pas servi à résoudre la crise sanitaire. Elle a servi certainement à résoudre d'autres choses et à sécuriser psychologiquement l'opinion publique ou des opinions publiques beaucoup plus strictement qu'à une logique de lutte contre la pandémie, même si évidemment la frontière peut être une partie de réponse, en particulier au moment où on confine. Il y a une question qui est posée sur le rôle spécifique du récent comité de coordination transfrontalière pour la frontière franco-allemande toujours. Est-ce que ce comité de coordination a joué un rôle particulier dans cette fermeture ou dans la coordination dont on a parlé? Alors vous l'avez évoqué, hein, il y a eu beaucoup de choses effectivement qui sont passées par la pratique dans une situation aussi qui était une situation à la fois inédite, mais certainement aussi une situation particulièrement paniquante. Mais comment finalement les institutions peuvent se réapproprier? Alors, je ne sais pas si au niveau de la mission opérationnelle transfrontalière, il y a effectivement des réflexions qui émergent pour que ces institutions se ressaisissent de cette question frontalière. Alors, je veux bien. Je veux bien dire un mot, mais effectivement, Jean-Baptiste Cuzin est mieux placé que moi pour évaluer le rôle du CCT par rapport à ce qui s'est passé, comme tu l'as bien expliqué informellement. Moi, le sentiment que j'ai, c'est quand même que, on voit bien effectivement que ce que tu décris, c'est bien un phénomène qui est parti des personnes dans les institutions qui ont reconstitué des réseaux, qui ont agi, et ce n'est pas des institutions elles-mêmes qui ont agi. Moi, l'impression que j'ai quand même par rapport à d'autres frontières, c'est que ça a été possible parce qu'il y avait quand même des réflexes ou des en place et que quand même je dirais l'existence d'institutions ou que l'existence du traité avait peut-être donné une espèce de cadre d'action. Alors moi, tout ce qui se dit là me fait penser, y compris ce que tu as dit aussi sur le fait qu'il y avait peut-être ou même sûrement un lien entre la crise aux frontières et la relance d'une Europe à travers de l'engagement français et allemand et de la Commission, avait un lien. Moi, ça me fait penser vraiment à Jean Monnet quand il disait que rien ne se faisait sans les hommes et que rien ne durait sans les institutions. Je pense qu'il faut arriver à trouver une bonne dialectique entre les deux et sur d'autres frontières, comme je l'ai dit, la frontière franco-italienne, il faut vraiment qu'on progresse sur des amorces d'institutions pour qu'ensuite, ça se fera grâce à l'engagement de personnes, mais après, si on ne construit pas quand même ces institutions, on n'avance pas. Il semble. Merci beaucoup. Peut-être encore une réaction. Après, on sera malheureusement arrivé au bout de notre heure et demie de passage ensemble. Mais allez-y. En vrai, je confirme totalement ce qu'a dit Jean Perroni, c'est que la coordination qu'on a calée en urgence,
C'est une coordination qui aurait été beaucoup plus difficile si on n'avait pas eu le comité de coopération transfrontalière et s'il n'y avait pas eu des habitus de travail entre les ministères fédéraux, les ministères nationaux, les collectivités, les eurodistricts qui avaient établi depuis quelques mois. Et de fait, la coordination qu'on a mise en œuvre était non pas dans la lettre, mais dans l'esprit totalement du CCT, avec également un engagement très fort de parlementaires membres du comité de coopération transfrontalière, et avec donc des dynamiques interparlementaires de dialogue entre acteurs de proximité et intergouvernemental qui se sont complétés, qui se sont nourris, avec aussi un jeu d'émulation politique entre les différents acteurs, tous ces acteurs ayant en commun d'être ceux qui constituent la commission transfrontalière. Donc, de fait, la coordination telle qu'elle s'est faite, probablement très différente si le CCT, le comité de coopération transfrontalière, a été sur les fonds baptismaux quelques semaines avant le début de crise. Et deuxièmement, comme le dit Jean, évidemment, la méthode de travail qui a été mise en œuvre pour gérer cette crise est une vraie opportunité pour structurer les travaux de ce comité de coopération transfrontalière et pouvoir mettre en place à plusieurs échelles territoriales, avec également un dialogue entre parlementaires, des mesures concertées franco-allemandes pour pouvoir gérer de manière coordonnée la crise et pouvoir aussi mettre sur table dans les prochains mois des propositions pour ce qui le fait que les prochaines crises, qu'elles soient sanitaires, naturelles, industrielles, donnent lieu à une gestion reposant sur les apprentissages qu'on aura tirés de cette crise-là. Merci beaucoup. Alors, j'aurais une dernière question avant qu'on puisse conclure, je vous demanderai simplement d'apporter, si vous l'avez, une réponse brève. Quel a été finalement, est-ce qu'il y a un impact de la collectivité européenne d'Alsace sur cette coopération transfrontalière, ou est-ce qu'effectivement, pour le moment, il est trop tôt pour dire si cette nouvelle institution finalement vient s'ajouter sans effectivité particulière, ou est-ce qu'elle peut avoir une effectivité particulière, entre autres pour ce genre de crise? Alors, durant la crise, effectivement, ce qui a été porté avec une forte implication des départements, qui étaient totalement partie prenante à ce processus de concertation et de coordination. Donc, on a effectivement travaillé à plusieurs échelles avec les eurodistricts, qui sont par définition franco-allemands, franco-germans autour de Bâle, avec les départements frontaliers, et également la Moselle, qui a joué un rôle très important. Et donc, concernant les perspectives dès lors que la CEA existera, on sera très clairement sur une logique de complémentarité, puisque la collectivité d'Alsace aura une mission claire, nette et précise de contribuer et d'animer une coopération transfrontalière pour le territoire alsacien, main dans la main avec les agglos, avec les eurodistricts et avec la région, de manière à pouvoir accélérer et faciliter la mise en cohérence des coopérations de proximité dans l'espace du Rhin supérieur. Et concernant la coordination de manière plus globale des échanges franco-allemands ou franco-suisses ou franco-luxembourgeois ou franco-belges ou franco-wallons, la région, évidemment, continuera à jouer un rôle d'entraînement pour travailler à l'échelle globale de la frontière, puisqu'il faut le rappeler aussi que lorsque l'on parle de la frontière franco-allemande, il s'agit d'une frontière qui, évidemment, est une frontière rhénane-alsacienne, mais c'est aussi une frontière le long de la Sarre qui concerne une autre partie du territoire. Merci beaucoup. Je pense que nous allons pouvoir conclure ce premier webinaire en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois, en vous rappelant que si vous souhaitez témoigner de votre sentiment de la frontière, nous mettrons sur le site internet du Centre d'Excellence une adresse à laquelle vous pourrez nous envoyer vos témoignages par écrit,
par enregistrement audio, si vous le souhaitez aussi par vidéo. L'idée étant pour nous d'utiliser ensuite, évidemment en plein respect, en particulier du règlement général sur la protection des données personnelles, l'ensemble de vos témoignages pour nourrir nos réflexions universitaires. Je tiens à remercier beaucoup tous ceux qui se sont prêtés au jeu du distanciel et du présentiel. Je tiens à remercier tout particulièrement Thibaut qui a beaucoup œuvré et sans qui cette première session n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis les services de la direction du numérique de l'Université de Strasbourg qui nous ont prêté à la fois une salle rafraîchie, ce qui en ces temps de forte chaleur était fort agréable, mais surtout leurs compétences techniques. Et on le voit bien, pour arriver à ce genre d'expérience, eh ben, il faut approcher la chose à la fois par la pluridisciplinarité, mais aussi par la coopération. Donc, merci à vous, d'autant que l'horaire n'est pas tout à fait votre horaire de travail, et je vous en remercie d'autant plus. On se donne rendez-vous en septembre, et puis en espérant que l'été soit un été de frontières ouvertes. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.